On s'est intéressé un petit peu à l'histoire, à hier. On s'est intéressé un petit peu à aujourd'hui. On va, dans cette dernière partie, regarder les enjeux, quelques-uns des grands enjeux auxquels nous sommes en train de faire face et potentiellement nous ferons face dans l'avenir. Je n'ai pas accès à une boule de cristal, mais c'est quand même quelques éléments qui semblent émerger de manière générale. De manière générale, on a soufflé déjà plusieurs bougies. À l'heure à laquelle cette vidéo a été tournée, on s'apprête bientôt à souffler la troisième bougie sur le gâteau de l'IA générative pour le grand public. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit notamment que, au niveau des types d'usage, les grands types d'usages qui ressortent aujourd'hui, c'est l'usage autour de l'école et des devoirs, les élèves, dans les usages les plus fréquents. Il y a l'usage qui va autour des jeux et des pratiques rôle sexuel. Alors selon certaines IA, ces pratiques, l'IA ne rentrera pas là-dedans, mais c'est des usages qui sont très fréquents. Et troisième qui n'apparaît pas à l'écran, c'est tout aussi le côté psy, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes utilisent ces IA comme des soutiens psychologiques à la place ou en plus de leur psychologue, psychiatre, pour s'aider. Autre enjeu, on assiste aujourd'hui à ce que certains nomment la merdification de l'Internet. C'est quoi? Je prends un ou deux exemples pour illustrer ça. On sait aujourd'hui que de plus en plus de contenu, de manière affolante, est généré par des IA et est en train de pulluler, de venir sur Internet. Un exemple ici, j'ai fait une recherche sur Jérôme Bosch, Hieronymus Bosch sur Internet, et parmi les premiers résultats que vous trouvez sur les tableaux de Jérôme Bosch, il y a ce tableau-là. Alors peut-être à l'heure où la vidéo a été tournée, si vous faites le même exercice, vous ne le retrouverez pas. Mais ceci est parmi les premiers résultats, ça pourrait donner en effet l'impression que c'est Jérôme Bosch qui en effet a fait ce tableau. Sauf que, ben non, c'est une IA générative qui apparaît et qui est particulièrement trompeuse. Deuxième exemple, si vous allez sur YouTube, comme vous l'avez sous les yeux ici, et que vous allez chercher des vidéos sur le stoïcisme, c'est assez délirant. En fait, je pense que 95-98% de ces vidéos sont entièrement générées par des IA. Et quand je dis entièrement générées, c'est-à-dire que le texte, le son, l'image, tout est fait par une IA. Il y en a des centaines, il y a des chaînes qui sont rien que pour ça. On peut se dire si la qualité est bonne, pourquoi pas. Sauf que là, c'est une version très masculiniste, mal alpha du stoïcisme, qui à plein d'égards ne correspond plus du tout au stoïcisme. Et puis là aussi, ça pose plein de questions. C'est devenu très facile de faire des vidéos comme ça. On peut uniquement les faire pour aller chercher du clic, parce qu'apparemment c'est ce qui marche. Et puis on n'est plus du tout dans ce que c'est que le vrai stoïcisme. Ça amène forcément pas mal de difficultés. Cette facilité qu'on a et cette merdification de l'Internet et cette facilité qu'on a à produire du contenu et n'importe lequel. Du côté de Wikipédia, j'en parlais tout à l'heure, ils reçoivent du côté Wikipédia anglais une soumission de nouvelles pages par minute. Et c'est énorme. Et donc ça veut dire aussi que c'est toutes ces pages qu'il faut vérifier, qu'il faut parcourir, qu'il faut valider, au risque d'avoir un Wikipédia qui pullule de choses complètement délirantes. Deuxième exemple, Amazon a récemment mis une limite de 3 livres par jour et par auteur. On ne peut pas aller au-delà. Imaginez-vous, écrire 3 livres par jour par auteur, c'est clairement qu'ici c'est une limite qui est liée à l'IA. Et ils ont dû la mettre, c'est bien parce que de plus en plus d'auteurs ici déposent des IA, des textes générés entièrement avec de l'IA. On est par ailleurs en train d'assister à un certain nombre de changements dans l'espace numérique que l'on utilise. Un de ces premiers changements, c'est on doit apprendre ou réapprendre à interagir avec ces machines. Du côté de Google, vous avez été habitué, dans une certaine mesure, à interagir avec la machine pour poser vos questions sous forme de mots-clés, habituellement pas avec des phrases complètes, et puis peut-être utiliser certains codes, si vous voulez dire « je ne veux pas cette page » ou « je veux que ce soit en Suisse », etc. On a développé ces compétences, et aujourd'hui on remarque qu'avec ces outils conversationnels, on doit développer de nouvelles compétences pour réapprendre à interagir avec. Il y a eu un petit moment de mode au début où on imaginait ces prompt engineers, il y a des métiers qui ont été créés, imaginés, où certaines entreprises allaient engager ces ingénieurs du prompt qui étaient en fait des spécialistes, qui le sont toujours, des spécialistes du prompt, parce qu'on sait aujourd'hui que la façon de poser la question à la machine, de cette façon dépendra de la qualité de la réponse. Et plus votre question est adaptée, précise, claire, et mieux sera la réponse.
À tel point, en effet, que certaines personnes en ont fait leur métier, les prompt engineers. C'est marrant. Il y a quelques temps, il y a 2000 ans, on avait la PT ou les PT ou les oracles qui faisaient le lien entre les humains et les dieux. Aujourd'hui, on a les prompt engineers qui font le lien entre les machines et les dieux. Les choses évoluent, mais restent la même. Blague mise à part, je reviens à cette nécessité de faire des bons prompts. Je prends un exemple, typiquement ici, si c'est un exemple assez récent, dans les générations d'images, si vous dites fais-moi une image de Mère Teresa qui combat la pauvreté, ben, vous avez ça comme exemple. Alors, elle ne ressemble pas particulièrement à Mère Teresa, mais je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on entend par combattre la pauvreté. Et là aussi, en effet, d'où l'importance de bien apprendre, réapprendre à interagir avec ces outils numériques. Ceci est d'autant plus important que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, les frontières entre l'IA générative et le reste de notre espace numérique est de plus en plus floue. De plus en plus d'interfaces sont en train d'intégrer ces outils d'IA générative dans leur interface. Différents exemples, Windows, dans Copilot, est en train d'intégrer toutes les fonctionnalités d'IA dans le reste. Typiquement, aujourd'hui déjà, demain encore plus, quand vous créerez une présentation PowerPoint, vous n'aurez plus qu'à dire dans une petite boîte, fais-moi une présentation PowerPoint avec 5 dias qui contient ceci et cela, plutôt que de faire votre fichier Excel et vous prendre la tête, vous envoyez les données, vous dites ça c'est les données, fais-moi un fichier Excel sur cette base. Donc là aussi, de plus en plus d'éléments vont passer par ces IA génératives, par ces boîtes de dialogue. Donc, d'où la nécessité de les comprendre et de les maîtriser. Non seulement cela va se faire par le texte, mais de plus en plus aussi à l'oral. On revient ici au petit extrait de vidéo vu au tout début, avec Théodore qui parle avec son IA. De plus en plus de nos interactions vont potentiellement passer par la voix, avec des IA qui nous répondent de manière fluide, de manière souvent empathique, adaptée, et pas comme une voix robotisée. Alors forcément que cette utilisation de plus en plus importante pose et soulève un certain nombre de questions, et questions qui sont souvent abyssales. La première, ça a trait à nos données personnelles, puisque à force d'utiliser ces IA, pas mal de choses très personnelles, très confidentielles risquent de fuiter. Et on ne sait pas aujourd'hui, on n'est pas tout à fait au clair sur ce qui est utilisé à des fins d'entraînement, ce qui est utilisé potentiellement accessible par les gouvernements. Et donc forcément que quand on a tendance à se confier, à donner peut-être des documents confidentiels, ce qu'il ne faut pas faire, ça peut poser problème. Deuxième élément, tout ça pose aussi des questions sur le marché de l'emploi de demain. On sait que, d'après certains rapports, 60% des emplois dans les économies avancées sont touchés de manière plus ou moins importante. On parle ici principalement des cols blancs, des métiers intellectuels, avec certains, et on voit ici, certains revenus ou certains types de métiers qui sont plus touchés que d'autres, avec un potentiel plus ou moins important de transformation. Ce qui nous ramène à l'école, parce que forcément, si on a ces changements, on a de la peine à savoir exactement quels seront les métiers de demain et comment ils auront évolué, on repose la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait à l'école ? Parce que forcément, est-ce qu'on continue à apprendre à nos élèves de faire un traitement de texte, d'écrire du code, de faire des présentations, si on imagine que tout ça sera automatisé demain? Alors, je reviens à ce que j'ai dit par rapport à la calculatrice précédemment. Ça me semble personnellement nécessaire, important de continuer à entraîner ces choses, même si elles sont déléguées à un tiers par la suite, tout comme on utilise la calculatrice et on calcule peu, parce que c'est nécessaire pour les éléments que j'ai précisés. J'ai donné précédemment. Et c'est vrai que toutes ces questions de fraude, elles sont, je le disais tout à l'heure, elles sont sur la plupart des lèvres, mais je pense ici, avec notamment le pédagogue Philippe Mérieux, la plupart des enjeux, notamment par rapport à l'école, sont ailleurs. Philippe Mérieux nous dit « Le danger majeur de ChatGPT n'est donc pas dans la fraude qu'il autoriserait, mais plutôt dans le rapport aux connaissances que promeut un robot conversationnel, conçu pour donner le sentiment de parler à un humain et qui inverse complètement le sens de la relation pédagogique. En effet, bien plus encore que les traditionnels moteurs de recherche, comble le désir de savoir et tue le désir d'apprendre. Il donne des réponses immédiates, objectives et abolit ainsi la dynamique du questionnement. Il produit des certitudes qui enquistent la pensée. Tout le contraire de ce qui incombe aux professeurs. Susciter des interrogations pour libérer des préjugés. Or, plus que jamais, au temps du matraquage publicitaire, des réseaux sociaux, des slogans populistes et des théories du complot, il importe de déverrouiller l'esprit de nos élèves et de nos étudiants.
Comme le disait le pédagogue Fernand Houry, il est temps de donner aux élèves d'aujourd'hui ce qui leur manque le plus, le manque. Trop d'entre eux, en effet, sont dans le trop-plein, enfermés dans des opinions et dans des croyances qui sont devenues pour eux des marqueurs identitaires. J'aime beaucoup cette citation de Philippe Mérieux et je pense qu'il met le doigt sur quelque chose d'important, cette nécessité de continuer à entraîner nos élèves à développer leur indépendance et autonomie de pensée, à développer leur pensée critique pour naviguer au mieux dans ce monde. Justement, en parlant de navigation, j'aime aussi assez l'analogie des GPS qu'on a notamment sur nos téléphones. Et je ne sais pas si, comme moi, vous utilisez régulièrement ces GPS pour vous déplacer d'un point A à un point B. Et à force d'utiliser ces GPS, plusieurs études démontrent que on perd certaines de nos compétences ou notre capacité de navigation dans l'espace. Parce qu'on n'est plus habitué, c'est un peu comme des muscles qu'on n'a plus l'habitude d'entraîner. Et à force de délégation à autrui, à autre chose, on le fait moins bien, on ne sait plus le faire. On peut se dire qu'avec le téléphone et le GPS, c'est pas si important que ça, c'est drôlement pratique, et puis voilà, ça fait rien. Le problème, c'est quand cette délégation ne concerne plus uniquement le téléphone, mais va toucher aussi tous les autres éléments de la vie, de l'apprentissage de nos élèves, ça devient problématique. D'où cette nécessité de continuer à entraîner ces compétences, malgré l'attrait et la facilité que cela représente. Continuer à garder un peu ce goût de l'effort et apprendre à nos élèves le goût de l'effort, ce qui n'est pas une chose facile à faire. D'autres personnes s'inquiètent de ce qu'elles appellent ici le machine drift, cette tendance qu'on a de déléguer à des machines des décisions importantes de nos vies à une machine qui, sur des principes ou une base pas tout à fait transparente, comme on l'a vu, va nous proposer certaines choses. Un exemple ici, qui nous vient des États-Unis, une entreprise avait l'habitude en recevant beaucoup de CV, avait l'habitude de faire une sélection des CV en fonction de critères déterminés, de balancer tout ça à une IA. Allez, tu me prends ces 100 CV, ça c'est les critères que j'aimerais que tu retiennes, et sur cette base, tu vas me proposer 10 candidats. Après un certain temps, cette société s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de femmes dans les candidats et que l'IA écartait toujours les femmes. Alors pas que ça faisait partie des critères du prompt de base, des indications de base, mais en fait, l'IA a décidé elle-même que les femmes, pour différentes raisons, n'étaient pas adaptées au poste, ce qui n'avait jamais été mentionné. Donc là aussi, la machine prend des décisions à notre place sur des bases qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas clairement communiquées à la base. Certaines personnes voient dans l'émergence de ces IA une forme de démocratisation, en se disant peut-être que maintenant, enfin, tous nos élèves auront accès à une même source d'outils, d'aide, que c'est plus uniquement l'élève qui a maman, papa, qui a fait l'uni, qui peut les aider, mais en fait, finalement, tout le monde peut les aider. Alors ça, c'est une version optimiste, voire certains diraient un peu bisounours. Il y a aussi une version peut-être un peu moins optimiste qui tendrait à dire que désormais, en effet, à partir du moment où on a un téléphone, une connexion Internet, on a accès à ces IA génératives, de bonne qualité, même gratuites. Sauf que il y a un fossé qui risque de se créer entre nos élèves plus studieux, qui vont continuer à faire l'effort, à avoir le goût de l'effort, à faire les choses par elles-mêmes et par eux-mêmes, et qui pourront même aller un petit peu plus loin, en utilisant dans un deuxième temps ces IA pour approfondir, pour s'améliorer. Et puis les autres, qui vont déléguer entièrement leur travail à des IA, qui ne vont pas faire le travail, qui vont le laisser ailleurs, qui ne vont plus continuer à entraîner ces fameux muscles, entre guillemets, liés aux apprentissages. Et puis le fossé va s'écarter entre celles et ceux qui délèguent entièrement et celles et ceux qui l'utilisent de manière constructive. Dans les enjeux, on parle aussi régulièrement des enjeux liés à l'écologie, la quantité astronomique de matières et de ressources rares nécessaires pour créer tous ces serveurs qui tournent à bloc, une électricité faramineuse pour faire tourner ces serveurs, pour notamment pouvoir faire tourner ces machines qui vont nous donner des réponses, nécessité de les refroidir avec là aussi des quantités astronomiques d'eau pour faire refroidir les serveurs, pas qu'ils chauffent. Donc forcément que ça soulève pas mal de questions, non seulement pour entraîner ces outils, mais ensuite pour les offrir à la population. Il y a une amélioration constante qui se fait en termes d'efficience, mais plus ces machines deviennent efficientes, et plus on découvre de nouveaux usages. Au début, c'était que le texte, maintenant c'est la vidéo, donc c'est des usages qui sont encore plus gourmands en énergie et en ressources. Dans les grands enjeux actuels aussi,
c'est les enjeux liés à la production de tout type de contenu, qui est d'une qualité tellement époustouflante, qui est devenue extrêmement difficile, comme c'est le cas ici avec Macron ou avec le pape dans sa doudoune Balenciaga, deux images qui ont été générées par des IA génératives. Il est devenu quasiment impossible de faire la distinction entre du vrai et du faux, du généré par une IA ou du prix des images prises, d'autant plus que désormais les vraies photos prises par des humains sont améliorées par des IA. Donc les frontières se troublent. À tel point que, même pour les vidéos, on peut se poser de plus en plus de questions sur la véracité d'une information, la véracité de l'origine d'une image. Et forcément, c'est vertigineux quand on ne sait plus en quoi on peut croire. Et aujourd'hui, on en est là. Plus ou moins, on parle de la suite, on parle de cette fameuse intelligence artificielle généralisée qui ne serait plus limitée à un seul type ou quelques types d'opérations, mais qui, tel l'esprit humain, mais de manière beaucoup plus efficace et rapide, pourrait passer d'un champ à l'autre de manière très souple. Et ça, forcément, ça pose beaucoup de questions. Ça est notamment lié à la crainte de certains que l'IA pourrait nous surpasser, voire nous anéantir, à des changements de société assez importants. Ça, c'est pour la suite. Certains disent que cette IA généralisée arriverait potentiellement dans quelques mois, voire dans quelques années, d'autres qu'elle n'arrivera jamais. La suite nous en dira davantage. On l'a vu aussi par là un petit peu avant, on est en train de passer de plus en plus de l'âge de la conversation à l'âge de l'agentivité, en tout cas au niveau de ces outils, qui de plus en plus vont devenir des vrais agents qui interagissent sur Internet pour des tiers humains, pour faire toute une série de choses. On a vu donc ces changements, on a vu ces enjeux, on arrive gentiment au terme de cette présentation et la question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? La première chose, c'est au niveau de cette formation, l'idée c'est d'acquérir un peu les outils, les réflexions qui vous permettront par la suite de développer des connaissances et qui vous permettront en effet de mieux réfléchir aux pratiques et aux pratiques de vos élèves. Et après, je pense que c'est beaucoup d'entraînement, de réflexion, de discussion avec les pairs dans les groupes de travail pour réfléchir à ce qu'on fait. Pour essayer de terminer, pour terminer sur une note un peu plus positive, malgré tous les chamboulements que ça implique potentiellement, je pense qu'en tant qu'enseignante et enseignant, on a une vraie place à jouer, un vrai rôle à jouer dans tout ça. Parce que, au fond, quand on y pense, on pourrait se dire que l'enseignement pourrait être, l'enseignante pourrait être remplacé par des IA, on pourrait apprendre dès demain avec des IA génératives, ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui. Mais je pense que nous avons une place, ne serait-ce que par rapport à notre corporalité. Le fait que nous sommes des hommes et des femmes, des êtres physiques, je pense qu'il y a quelque chose qui se fait dans la relation pédagogique qui passe par cette relation à un autre être humain en chair et en os. Ça fait des milliers d'années qu'on apprend comme ça, et on l'a remarqué typiquement pendant la période du Covid, dans cette période un peu difficile d'enseignement à distance, que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas aussi bien que quand on est tous ensemble dans une salle de classe. Et je pense que c'est cette fameuse salle de classe qui a peut-être tout son potentiel à tirer, à jouer, en apprenant et en travaillant avec nos élèves, en grande partie, voire en partie de manière déconnectée, papier-crayon, dans laquelle on peut continuer à entraîner ces nombreuses facultés et compétences de base nécessaires pour, dans un deuxième temps, à différents moments ponctuels, aller entraîner certains outils, certaines compétences avec les outils pour faire ce deuxième pas un peu plus loin. Voilà, c'était une présentation assez générale et vous allez retrouver des éléments plus détaillés dans la suite de la formation. Merci et à bientôt.